Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons revenir sur une œuvre qui fête ses 90 ans, sortie en 1936, un long métrage profondément charnière à la fois pour son metteur en scène allemand, Fritz Lang, puisqu'il s'agit de son premier film américain, mais aussi dans l'histoire d'Hollywood d'une certaine façon. Fury, ou Fury en version française, qui voit au casting les performances de Spencer Tracy dans le rôle principal, Sylvia Sidney qui joue sa compagne et que j'ai découvert très jeune, personnellement, dans Mars Attacks, son dernier film, sorti 60 ans après. Et dans des rôles secondaires, Bruce Cabot, Walter Brandon, bien connu aussi, pour ne citer que ceci. Et il s'agit d'un film particulièrement intense sur la justice et la vindicte populaire, un drame humain absolu qui, de toute façon, prend quelques racines dans l'expressionnisme allemand de Fritz Lang, qui l'amène aux États-Unis, et qui va annoncer beaucoup de choses, notamment peut-être quelques prémices de ce nouveau genre de film noir qui, on va dire, aura le vent en poupe à partir du Faucon maltais, dont je parlerai probablement bientôt d'ailleurs, tiens, puisqu'on est sur cette lancée-là, si vous voulez. L'histoire donc d'un homme et d'une femme qui au début vraiment sont amoureux, tout va bien, c'est potentiellement le couple parfait à l'américaine. Ils passent devant une vitrine et rêvent d'une vie ensemble. Sauf que c'est compliqué. Le monsieur, Joe Wilson, n'a pas assez d'argent pour rejoindre sa fiancée qui va devoir partir et aménager ailleurs. Ainsi, des semaines, des mois vont se dérouler avant les retrouvailles et une possibilité de mariage une fois que Joe aura fait un petit peu fortune en ouvrant son garage et en travaillant très dur, jour et nuit, l'optimisme à l'américaine, ce rêve conjugal absolu de consécration familiale, Fritz Lang jouant ici un petit peu sur ses codes, en compagnie d'un scénariste, enfin, il a coécrit, hein, mais clairement très américain, un certain Bartlett Cormack qui a bossé pour Cécile 2000, notamment, et qui était dramaturge. Bon, tout ceci est d'après une histoire aussi, hein, de Norman Krasmak, qui s'appelle The Mob Rule, qui est aussi d'ailleurs titre d'une, enfin presque, hein, d'une chanson de Black Sabbath. Je ne sais pas si elle est en lien, il faudra que je vérifie. Mais, le temps passe. Hein, l'introduction prend son temps. Et après coup, enfin, il peut rejoindre sa promise. Il a assez d'argent. Il part avec son chien, Rainbow, over the rainbow, sur la route. C'est un peu l'époque, hein. Bon, et oui, Magicien 12, quoi. Mais, qu'est-ce qui va se passer? On est avant le Magicien 12, d'ailleurs. En film, hein, je parle, en film. Et bien, une fois que Joe va se rapprocher de la ville en question, il va être arrêté par le shérif local, très menaçant et méfiant envers les étrangers. Il va être amené à la questionnade, à l'interrogatoire préféré. Et il va être suspecté d'être l'un des kidnappeurs. Voilà, il y a une histoire de kidnapping, d'enlèvement. Parce qu'il a des... Alors, il aurait un faux billet, qu'il aurait récupéré ailleurs, pas de bol. Et surtout parce qu'il a des cacahuètes dans sa poche. En gros, il va être accusé à tort pour peanuts. Vous connaissez l'expression américaine, peanuts, cacahuètes. On s'en amuse, on s'en amuse. Sauf que ça va pas être drôle. Parce que Joe, il va attendre en prison, d'accord. Mais derrière, dans cette petite ville tranquille à l'américaine, mais bien nerveuse, le bouche à oreille va se faire. C'est filmé de façon exceptionnelle. Hein, voilà. Il y a même un plan, bon, c'est un peu miso, faut l'avouer, hein, où il y a des femmes qui discutent, machin, et on voit des poules. Bon. Peu importe, petit à petit, ça va enfler. Hein. C'est-à-dire que non seulement ça va être déformé et amplifié. Et Joe Wilson va devenir vraiment la némésis locale, alors qu'il n'a rien fait, et il aurait fait pire encore que ce qu'on l'accuse. Et donc, la foule, la vindicte de Mob Rules, quoi, hein, va arriver à cette prison et va forcer la justice, alors que le shérif commence à s'adoucir un peu, enfin, protection of the law, qui dit, mais la loi ne va pas pouvoir protéger grand-chose. La foule va prendre d'assaut cette prison. Et Joe Wilson va y être laissé pour mort. Après, j'irai plus loin pour le synopsis quand j'arriverai dans la zone spoiler. Film qui réfléchit profondément sur la justice humaine, sur la légalité des choses, et sur comment la rendre, cette justice. C'est passionnant. Et on voit ici, de toute façon, la patte Fritz Lang, elle est absolue. Continuité de M le Maudit, surtout, mais pas que. Peut-être un peu Métropolis. Alors après, j'ai
pas vu d'autres œuvres préalables du monsieur, j'ai vu d'autres œuvres a posteriori, de sa période américaine notamment, mais on le voit là. Et c'est intéressant de voir comment il balance son cinéma à lui, à la sauce américaine, parce que c'est un film profondément américain quand même, mais qui va oser des choses, qui en fait, pour l'époque, vraiment un travail très moderne, qui ose des choses. Film sur le lynchage aussi. Alors, évidemment, ça ne met pas au centre de l'intrigue des Afro-Américains qui étaient les premières victimes. Ça peut être, du coup, on va dire, réducteur d'une certaine façon, mais il a fait ce qu'il a pu, Fritz Lang, dans cette production. Quand bien même, on voit des personnages afro-américains, mais alors c'est subtilement installé. Par exemple, quand Catherine, elle attend son amoureux, elle rêve un peu à l'optimisme et tout, elle voit sa voisine, une famille d'afro-américains qui chante, tout va bien, quoi. Enfin, il y a quelque chose là-dessus dans un travail. On voit un cireur de chaussures aussi. Bon. Mais bon, ensuite, on est vraiment dans une petite bourgade là, on sait pas trop. Alors, en tout cas, il vient de Chicago, lui, c'est important aussi dans le contexte, hein, j'y reviendrai après. Mais c'est très très wasp, hein, c'est très blanco-centré dans l'endroit, donc on voit, porter les jugements que vous voulez, bien sûr, par rapport à cela. Et Fritz Lang, je rappelle qu'il a fui le nazisme, voilà, voilà. Et on voit, évidemment, dans cette vindicte populaire-là, clairement un transfert de ce qu'il a peut-être vécu, ce qui se passait aussi, notamment dans les autodafés et tout, quand là, on crame pas des livres, mais on crame des choses pour faire sortir l'accusé ou le coupable désigné de son terrier, parce qu'il se cache en prison. Ça en dit long. Et alors, bon, je l'avais déjà vu une fois et j'avais beaucoup aimé. Le revoir là nous permet des petites subtilités en plus. C'est bougrement bien écrit. C'est-à-dire, il y a des petits détails, un peu à la Hitchcock, c'est-à-dire il va placer des situations là, avec les cacahuètes, avec le fait qu'il soit un petit peu... Il n'est pas très lettré, le monsieur. Il confond par exemple deux mots, le mot momentum et memento. Memento, pour le souvenir, lui, il dit momentum, qui veut dire un élan, un dynamisme. Presque ironique, hein, d'ailleurs, dans certaines choses, parce que lui, il a cet élan et cette dynamique de rêver d'une vie parfaite avec sa future potentielle épouse, mais bon, il commence à confondre les choses, et lui, il va être confondu aussi, d'une certaine façon, et les cacahuètes qu'il aime beaucoup vont le confondre aussi. Donc il y a ça, et tout ceci va avoir évidemment une importance, au fur et à mesure, d'abord les peanuts, et plus tard, cette erreur de mots, qui va permettre, on va dire, des révélations. Parce qu'à un moment, il y a aussi... il y a le mal révélateur, mais il y a d'autres choses révélatrices dans le film. C'est passionnant, ça. La vérité qui se révèle aux images aussi, parce qu'elle est média. Et quand on voit un film comme ça, avec ces médias qui s'excitent et qui viennent sur place et tout, on ne peut pas ne pas penser, par exemple, à Ace in the Hole, Ace ou Ace in the... Bon bref, je crois que c'est Ace in the Hole de Billy Wilder, le gouffre chimère. Bah, je pense que Billy Wilder ne devait pas être insensible à ce genre de film-là s'il l'a vu. S'il l'avait vu avant. J'en sais rien, mais on peut y penser. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est que récemment j'ai découvert sur le tard, hein, The Chase, la poursuite impitoyable de Arthur Penn, et c'est à peu près le même sujet, mais plus tard, plus en mode quasi-western. Là, on est loin du western, en fait, hein, on est plus dans un cadre qui s'affirmera vraiment dans cet âge d'or du film noir. Preuve qu'à mon avis, Fury a vraiment été charnière et a impacté ce que beaucoup de metteurs en scène voudront faire par la suite. Et d'ailleurs, l'apparition de Spencer Tracy, tout ça, à un moment avec son impair un peu désabusé, avec son chapeau, tout ça, vraiment, on a déjà l'archétype potentiel de ce que sera le film noir, version début des années 40, bien qu'il y ait déjà eu des bouquins à l'époque, je pense, qui pouvaient avoir inspiré aussi ce style-là de entre guillemets, non-héros, anti-héros, héros, non, enfin personnage principal, mais vous voyez, un peu solitaire et incarné, à la fois désincarné mentalement par rapport à voilà, la psychologie compliquée et tout. On peut penser aussi au Grand Sommeil, peut-être. Hein. Des films que je verrai de toute façon, il faut qu'on malte ça hein, plus tard, cette année. J'ai déjà prévu, j'ai envie, en tout cas. Ça va être des découvertes tardives me concernant, même s'il faut qu'on malte, je l'ai déjà vu en extrait, mais pas en entier. Donc, exceptionnelle cette idée-là. Il y a tous les petits détails, comme le chien qui a des chiots. Bon, non, mais ça paraît idiot comme ça. Mais la vie se fait, mais c'est compliqué là, derrière. Des idées de sacrifice. Et comment on peut devenir pire que ces bourreaux. La victime au bourreau aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors évidemment, mentalement et visuellement, le film offre beaucoup de grandes mises en scène. Alors, la scène de lynchage, la scène donc du bouche à oreille... des petites apparitions, des gros plans sur les visages, à la fois vengeurs, heureux, exaltés quand le feu se met en place, et terrifiés quand Catherine arrive sur place et qu'elle pense que c'est trop tard. Et puis on voit notre cher Joe derrière les barreaux, avec
avec le feu et tout. Il y a des trucs qui cristallisent la rétine comme ça, et ça m'avait beaucoup marqué la première fois. Là, évidemment, c'est une confirmation. Des films comme ça très importants, que plus tard, d'autres seront faits autrement et encore plus politiques, sur une autre façon, sur les minorités en tout cas, par exemple, The Intruder de Roger Corman. Mais on est en 1936 là, donc on va pas dire que ça manque peut-être. Non, au contraire, c'est très fort. Ça réfléchit sur les États-Unis. Ça fait partie de ces films que seuls des réalisateurs non américains peuvent faire aux États-Unis. Ça lance aussi cela, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs non américains qui ont fait carrière, qui sont même américanisés. Tiens, je parlais de Billy Wilder, hein, son nom, hein, c'est pas ça à la base. Hein, bon. Et j'en passe. C'est passionnant ça. Il y a quelque chose à réfléchir dessus, et d'autres évidemment, ceux qui oseront critiquer certaines institutions et tout. Mais là, voilà, c'est l'humain qui est mis en place. Comment, questionnement humain, on le voyait dans Même le maudit de toute façon aussi. Hein. Comment, bon, à un moment, il faut balancer, il faut accuser, Il y a aussi l'idée de vindicte populaire absolue dans M. le Maudit. Hein, bon, mais là, M. le Maudit, le personnage principal, c'est vraiment un vrai coupable, c'est vraiment le mal. Là non, là il transfère sur quelqu'un qui va être injustement accusé. Et c'est ça qui est le plus fort en fait, ça rend le film beaucoup plus touchant indirectement. Et c'est voilà, les moments un peu de huis clos avec enfermement et derrière ça commence à grouiller, c'est compliqué. Ça aussi je pense que c'est le genre de film qui a inspiré pour Howard Hawks pour Rio Bravo. Exemple, voilà, je parle même pas d'Assaut de Carpenter, parce que de toute façon, hein, c'est en lien direct. Donc il y a tellement de trucs à analyser dans tous les sens, là, des symbolismes, des petits détails comme ça qui en disent long, et des performances d'actrices et d'acteurs qui sont très typées années 30, mais on est des fois dans le surjeu théâtral, mais parce que c'est la folie de la furie, quoi. La furie, cette colère vindicative absolue, quoi. Vindicative, pardon. Et qui va très très loin, trop loin. C'est des gens, ça nous est montré comme ça au début, cette petite bourgade, là, c'est presque qu'ils s'ennuient d'une vie trop tranquille. Ils ont la possibilité d'avoir enfin quelque chose à se mettre sous la dent, et ils y vont à fond. C'est quand même horrible. Rajoutez à cela aussi le questionnement des institutions, pas que judiciaires, mais politiques, avec ces discussions dans des bureaux un peu déconnectés du réel, entre un gouverneur et un procureur, en pleine année d'élection. Attention, il ne va pas falloir froisser trop la populace. On va pas trop envoyer la garde nationale trop tôt, et c'est un peu à cause d'eux que ça dégénère. Ils auraient pu arrêter ça bien avant que ça parte en fumée, vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un truc là-dessus. Évidemment, après, il y a le film de procès, c'est-à-dire que le dernier tiers du film, c'est un film de procès. C'est aussi le procès de l'humanité, de cette justice. C'est-à-dire que c'est un peu méta dans l'idée de décortiquer comment on donne la justice et comment cette justice ne rend pas spécialement justice. Spoiler donc, Joe Wilson ne meurt pas, mais il va se faire passer pour mort. Parce qu'à un moment, bon, il en sort des décombres, il a perdu son chien, détail, mais pas, détail. Et il va revenir tel un mort-vivant. Là, le retour auprès de ses frangins, c'est très important, il y a les deux frangins. Au début d'ailleurs, c'était le père la morale, c'était le grand frère, Joe Wilson, en mode, ses frères disaient « Ah, vous fricotez avec les gangsters », et oui, c'est Chicago, c'est les années 30, il y a la grande dépression en filigrane, à un moment, il y a un petit encart un journal qui est lu, où on voit, il y a des grèves, il y a du chômage, oui, les années 30, donc... ouais. Bon, mais lui il est là, il veut bosser dur, il représente encore l'optimisme à l'américaine, en mode New Deal peut-être, 36 ça commençait un peu à aller mieux, mais bon c'était compliqué, et ben il va revenir pire que ses frères dans l'idée de l'illégalité absolue, puisqu'il est mort-vivant, hein, on voit, il refuse la lumière quand ses frères allument, non, vous éteignez, et il va décider de se venger post-mortem en étant là, en tirant les ficelles, pour faire ce procès-là, pour que ce procès ait lieu, et que les 22 qui ont été confondus, donc, et révélés par les images de la presse, parce qu'ils mentaient, et puis d'un seul coup, les images révélatrices de la vérité, c'est intéressant, parce que le cinéma révèle la vérité, ici, par rapport à des images de télévision, à l'époque, enfin, pas de télévision, qui étaient diffusées au cinéma. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, parce que, c'est filmé, c'est des journalistes, mais en fait, on voyait ça qu'au cinéma, à l'époque, en 36, hein. Bon, c'est une autre époque, mais ça en dit long, là, je trouve. Et il va tenter de se venger ainsi. Sauf qu'il devient pire que ses bourreaux, peut-être, ou il devient une sorte de bourreau aussi. Et heureusement, Catherine se rend compte de la supercherie. Grâce donc à une fausse lettre, là, machin, qu'il a mis en place pour justifier des trucs, bon, on va pas rentrer dans les détails, où il s'est trompé, il a mis le mot momentum à la place de memento. Et tout est lié, tout est bien pensé en amont. Et après, elle va le convaincre. Après tout, le but c'est qu'on soit heureux, toi et moi, n'oublie pas le début du film, devant cette vitrine, et justement, il y a un moment, il va déambuler dans les rues, il va passer devant une vitrine, qui est peut-être la même,
Et il va y voir d'ailleurs le reflet de ses bourreaux, et là il va avoir peur, paranoïa et tout, puis finalement il va y aller. Il va interrompre la fin du procès au moment où, voilà, ils sont accusés, ils vont avoir la peine de mort, c'est sûr. Non, il arrive, et alors il vient pas les innocenter, il vient pas les libérer en quelque sorte, il vient se libérer lui-même de ce mal qui s'était mis en tant que vengeance improbable. Lui aussi, il devenait une forme de vindicte en mode au-delà de la justice. Et ainsi, tout est bien qui finit bien, les deux amoureux s'embrassent en pleine salle de procès, mais il le dit avant. Attention, je vais devoir payer, peut-être faire quelques mois, voire quelques années de prison pour avoir caché sa mort, je ne sais pas. Mais au moins, il est redevenu lui-même et il va pouvoir construire quelque chose après, en repartant à zéro avec elle. Bon, une finale américaine, mais vous avez vu comment il tisse sa toile au préalable, Fritz Lang. Ça en fait un film exceptionnel sur pas mal de points, bien sûr, avec les limites quand même d'une époque. Les limites des Hays Code. N'oubliez pas le Code Hays, voilà, bien sûr. Mais aussi les limites, il arrive aux États-Unis, son premier film, c'est pas que lui au scénario, la production est hollywoodienne, hein, c'est la Metro-Goldwyn-Mayer, il va jouer, et d'ailleurs il y a Joseph Mankiewicz, qui est quand même producteur aussi derrière, ça va quand même avoir sa petite limite, mais qu'est-ce qu'il en joue aussi, et il va très très loin, très moderne pour l'époque du cinéma américain. Mais bon, quand on voit l'expressionnisme allemand avant, est-ce vraiment moderne? C'est juste des transferts de cinéma. Et là, il met les pieds vraiment dans le plat, tout en jouant avec les codes. Et ça, c'est très fort. J'ai fermé la zone spoiler, je ne sais plus. En tout cas, si c'est pas fait, c'est refait ici. Voyez-le, ce Fury de Fritz Lang, parce que finalement, bon, il est signalé parmi les bons films du monsieur, mais peut-être pas aussi haut qu'il devrait l'être. Selon moi, de ce que j'ai vu de Fritz Lang jusqu'ici, c'est son triumvirat avec Metropolis et M. le Maudit. Alors évidemment, il y en a d'autres qu'il va falloir que je vois de lui, notamment d'autres films avant qu'il a pu faire en Allemagne. Il y en a certains qui sont très longs, c'est pour ça aussi que je me les garde quand je pourrais me poser aussi, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est assez fort ici de voir justement une forme de cinéma vérité aussi, à travers une fiction, de comment il essayait d'être l'œil révélateur d'un pays qui n'osait pas trop montrer ceci en salle. C'est-à-dire que montrer cette Amérique-là à l'époque aux Américains, il y avait quelque chose, voilà, quelque chose de très fort. Montrer le lynchage, évidemment, alors, d'une certaine façon. Certes, on n'est pas vraiment dans l'actualité type des vraies victimes principales de ce genre de lynchage. Je rappelle Lynch, bon, ça vient de Monsieur Lynch d'ailleurs, hein. C'est aussi pour faciliter des justices populaires, pour aller à la va-vite, mais derrière ça a été repris surtout par des Ku Klux Klan et compagnie. Bon, c'est pas trop ici le sujet, mais il ne pouvait pas non plus aller plus loin de toute façon, quand bien même c'était peut-être pas son intention non plus, hein, j'en sais rien. Mais il y a quand même des choses là qui vraiment creusent. Pour la première fois peut-être dans un film grosse production hollywoodienne, il va très très loin quand même dans la remise en question d'une Amérique. D'ailleurs, la première fois qu'on entend les gens de cette ville parler là, ça parle de la liberté d'expression, premier amendement, la Constitution et tout. Le premier Américain de cet endroit qui intervient et qui arrête notre cher Joe sur la route avec une arme. Vous avez quand même pleinement ici l'Amérique populaire sur le papier, mais dans cette vindicte populaire qui va dégénérer. Quand même, voilà, bon, dégénère aussi par rapport à des difficultés de l'époque, mais c'est pas trop montré, hein, la pauvreté locale et tout, c'est bien autre chose, hein, c'est un microcosme fermé sur lui-même, avec une dame très religieuse ici, évidemment, hein, qui s'excuserait, qui excuserait presque tout le monde par rapport à la rédemption divine. Voilà, Fritz Lang, il dit, pas à moi ces foutaises, et ces spénots. Voilà, à vous la parole en commentaire, n'hésitez pas à me dire donc ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu ou revu, parce qu'il faut qu'on en discute, c'est important de le mettre en avant, je trouve. Voilà, allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.